vous arrêter. Parce que c'est notre projet. En route vers la présidentielle, tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. J'ai le plaisir d'accueillir, comme tous les mardis, David Revaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour Steve. Vous êtes le chef du service politique du journal du dimanche. Vous nous proposez cet après-midi une rétrospective de la pré-campagne présidentielle. L'année 2021 s'achève en effet dans quelques jours et du point de vue politique, elle a été particulièrement chargée. Et oui, la trêve des confiseurs, comme on dit selon l'expression consacrée, s'annonce et ça va permettre à tout le monde de souffler. C'est vrai que cette campagne ou cette pré-campagne, elle a démarré sur les chapeaux de roue, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort que d'habitude. Et les derniers mois ont été intenses. Habituellement, vous savez, ça démarre plutôt le début des opérations, le sérieux démarre vraiment en janvier. Mais là, dès la fin août, on était parti à fond la caisse avec l'entrée en lice d'Éric Zemmour qui a totalement rebattu les cartes. D'abord, bien sûr, à l'extrême droite, puisque Marine Le Pen était quasiment assurée depuis plusieurs mois dans tous les sondages de figurer au deuxième tour contre Emmanuel Macron. Et là, effectivement, bien la donne a changé. On a eu un Zemmour qui repassait devant Marine Le Pen. D'abord, ça a quand même insécurisé beaucoup la candidate d'extrême droite. Et puis, ça a remis en cause le jeu globalement, puisqu'on a vu que l'entrée en lice de Zemmour faisait baisser le prix du ticket d'entrée au deuxième tour et donc avantageait, par exemple, un candidat de droite, pour ne pas la citer, Valérie Pécresse. Donc voilà, le duel annoncé entre Macron et Le Pen a été totalement remis en cause d'entrée de jeu et ça a quand même aéré beaucoup les pronostics. À gauche aussi, David, il y a eu des surprises. Oui, des surprises pas mal, mais pas là où on les attendait. Ce qui était sûr, c'est que la gauche, on le savait, elle était plus divisée que jamais. Les connaissants, on pouvait s'attendre à ce que, voilà, ils ne se rapprochent pas, ils ne s'entendent pas, ils ne se rassemblent pas. La première vraie surprise, c'est d'abord le score total de la gauche, les intentions de vote dans les sondages, 25% et même parfois moins. C'est du jamais vu, record quasiment historique. Le score d'Emmanuel Macron. Quasiment le score d'Emmanuel Macron. La gauche, et quand je dis la gauche, c'est tous les partis, tous les candidats confondus. C'est un score historiquement faible et très inquiétant pour eux. Alors, on a vu les stratégies des uns et des autres, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo. Très récemment, les uns et les autres, voyant que, ils fonçaient tous dans le mur en chantant et à fond la caisse, sur le pied sur l'accélérateur, ils se sont un petit peu rendus compte qu'il fallait lancer des ponts, faire des tentatives. C'est le cas d'Anne Hidalgo qui a appelé à la primaire. On a vu, elle a fait totalement flop. C'est le cas d'Arnaud Montebourg qui a passé quelques jours à appeler au téléphone ses camarades très qui relayé n'ont sur les pas réseaux. Répondu. Effectivement, une scène très relayée et un petit peu grotesque sur les réseaux. Et le dernier rebondissement en date, c'est l'irruption de Madame Christiane Taubira la semaine dernière, comme si finalement, pour mettre d'accord 5 candidats qui refusaient de s'unir et qui refusaient l'union, il en fallait une 6e. On a vraiment, je crois, Steve, la gauche la plus bête du monde. Avant, c'était la droite, maintenant, c'est la gauche. Et donc ça, pour le coup, on peut se demander si c'est vraiment une surprise. Voilà pour la gauche. Est-ce que les choses se présentent mieux, David, pour la droite ? Un petit peu mieux tout de même. Et c'était pas gagné, souvenez-vous, il y a 3 ou 4 mois, on en avait parlé d'ailleurs ici même, cette primaire de la droite. Cette primaire, c'est pas une primaire, ils ont surtout évité d'utiliser le mot. C'était un congrès réservé aux seuls militants, mais on se demandait si ça allait marcher, si les concurrents n'allaient pas s'étriper, si finalement Éric Zemmour n'allait pas leur dérober tous leurs électeurs et tous leurs militants. Pas du tout. En fait, ça a plutôt bien fonctionné. À peu près 150 000 votants, une candidate, Valérie Pécresse, désignée de façon nette et sans bavure, sans accroc aussi. Cette campagne, elle a été plutôt propre. Il n'y a pas eu les traditionnelles attaques. Effectivement, c'est plutôt rare. Et puis surtout, elle l'a bien joué, Valérie Pécresse, parce que à peine désignée, elle a tendu la main aux uns et aux autres, aux concurrents qu'elle avait battus. Éric Ciotti, d'abord, qui va peser sur la ligne, puisqu'elle a quand même fait 40% au deuxième tour de ce congrès. Et puis tous les autres, Bertrand, Barnier. Bref, elle a bien joué le jeu. Elle a plutôt privilégié le rassemblement. Et souvenez-vous, à l'époque de la campagne de François Fillon, c'est ce qui avait péché. Il avait été incapable de tendre la main à ses challengers. Je ne parle pas, bien sûr, de l'affaire qu'il avait plus tard plombée. Mais en tout cas, c'est clair. On a une candidate de droite. Ça, c'était pas gagné. On a une candidate de droite efficace et plutôt performante. Donc, c'est elle, à l'évidence, qui, en ce moment, challenge le plus Emmanuel Macron. Le président, justement, lui, ne s'est pas déclaré ces dernières semaines, mais a fait campagne sans se cacher. Oui, c'est le privilège du président sortant. Il est candidat sans l'être, tout en l'étant. Peut-être qu'il le sera prochainement. Enfin, il le sera, on le sait. Et il va continuer. On le voit depuis la fin août, là encore, des déplacements
à n'en plus finir, des chèques, beaucoup de chèques, ce qui lui a valu pas mal d'accusations de ses opposants, et notamment de la part de Valérie Pécresse. Il a cramé la caisse. Voilà, qui l'accusait de cramer la caisse dans une formule assez bien sentie. Mais en tout cas, lui, il va continuer, déplacements, chèques, soigner telle ou telle catégorie, et puis surtout beaucoup d'interventions télévisées. Ça fait quand même 2 en un mois. D'abord, la première, souvenez-vous, il y a une demi-heure pour défendre son bilan, et puis l'interview de la semaine dernière, où pendant 2 heures, il a déroulé absolument tout, et surtout, il a cherché à gommer, vous savez, ces petites erreurs, ces petites fautes de comportement qui lui avaient donné une image finalement de président arrogant, coupé du peuple ou coupé des Français, j'en passe et des meilleurs, aller traverser la rue pour chercher du travail, ceux qui sont tout et ceux qui ne sont rien, les Gaulois réfractaires, les fainéants. Bon, voilà, on a compris que le président... La liste n'est pas exhaustive. La liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, le président, il a compris qu'il avait fait un certain nombre de bourdes et qu'il fallait rabibocher un petit peu le côté affectif de sa relation avec les Français, parce que c'est ça qui pêche, même si les Français considèrent qu'elle a plutôt bien fait le job, notamment au niveau de la crise sanitaire et de la crise économique qui l'accompagnait. En tout cas, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment avec Emmanuel Macron, et ça va être son gros souci. Donc, les oppositions, voilà, elles vont continuer à hurler, à protester contre cette campagne déguisée, mais le président, bien sûr, il va continuer jusqu'au moment où il sera candidat, sans doute fin janvier, début février. D'ailleurs, je crois, Steve, qu'on a un petit pari à ce niveau. Absolument, et on l'a enregistré la semaine dernière, on le repassera au moment venu. David, donc je résume, une pré-campagne sur les chapeaux de roue qui présage d'une campagne intense maintenant. Oui, campagne intense. Cette pré-campagne l'était déjà. La campagne va l'être encore plus. Une campagne intense, musclée, violente même, et peut-être, on peut le redouter, sale. Souvenez-vous, la dernière fois, il y avait quand même eu des manipulations sur les réseaux sociaux, des rumeurs. Là, on voit que c'est le cas. On parlait juste avant cette chronique de la rumeur concernant Madame Brigitte Macron. Voilà, si on a toutes les semaines ce type de racontard, de hoax et de ragots, de fake news, ça va être une campagne pas forcément très ragoûtante. Et puis surtout, on en a là aussi encore beaucoup parlé, et on va encore en parler dans les prochaines semaines, une campagne sous la menace du Covid qui change le jeu. D'abord parce qu'on va pas forcément pouvoir faire les campagnes habituelles avec meeting porte-à-porte, etc. Et puis surtout, ça change totalement la donne pour le dernier personnage, le dernier acteur dont on a parlé, c'est-à-dire Emmanuel Macron. A priori, on peut se dire qu'il jouit d'un avantage sur les autres dans l'opinion. En période de crise, l'opinion se retourne toujours vers le pouvoir en place, considérant que c'est lui qui a les manettes et donc c'est lui qui peut la protéger. Mais si jamais reconfinement il y a, couvre-feu, flambée de l'épidémie et quelques désastres sanitaires, évidemment, à 3 mois du scrutin, les oppositions ne manqueront pas de se retourner vers le président sortant et de charger très fort. Donc voilà, ça va être une bataille extrêmement âpre, et comme d'habitude, on en revient au point de départ, les choses ne se passeront sans doute pas du tout comme prévu. Rien ne se passe jamais comme prévu. Merci beaucoup David Revaud-Dallon. En route vers la présidentielle, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Nous serons demain en compagnie d'Alexis Lacroix d'Actualité Juive. Merci David, bon après-midi. Merci.